Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pierre Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sur ce même plateau au mois de janvier avec Mounsafa Trassi. Vous revenez pour parler de ce livre, mais surtout pour parler de la disponibilité du livre en Algérie, parce que Harki, le dernier tabou, n'a pas été vendu comme il devait l'être à cause d'un problème avec votre précédent éditeur. Pouvez-vous nous rappeler un peu les faits? Oui, en effet, je suis d'abord très content d'être à nouveau sur votre plateau avec les téléspectateurs de Esh-Shorouk. Merci de cette invitation. En effet, mon livre, Le Dernier Tabou, les Harki restés en Algérie après l'indépendance, est sorti en France il y a déjà une année. Et très rapidement, mon éditeur français a été contacté par un éditeur algérien, les éditions Sedia, et ils ont signé un contrat. Mon livre devait sortir pour le SILA, le Salon du Livre International d'Alger, en octobre dernier. Tout était prêt, les exemplaires étaient imprimés, et au dernier moment, l'éditeur Sedia a fait marche arrière de façon tout à fait inexplicable et a refusé de sortir le livre. Et donc le contrat a été rompu, le livre n'est pas sorti, et quelques mois plus tard, un autre éditeur, un éditeur très courageux que je salue vraiment ce soir, exactement, Areski Ait Larbi, des éditions Coucou, a eu le courage de reprendre le flambeau. Et lui est arrivé, puisque je suis très très heureux d'être ici en Algérie pour accompagner la sortie de ce livre dans son édition algérienne. Alors, ce livre, c'est le fruit de plusieurs années d'enquête, de plusieurs années de recherche. Est-ce que, selon vous, les autorités algériennes avaient peur de ce livre? Alors, je pense que, déjà, il n'existe pas une seule autorité algérienne, il existe plusieurs groupes de pouvoir et éventuellement plusieurs groupes de pression. Je pense qu'une partie des autorités algériennes sont conscientes qu'il faut arriver à raconter l'histoire de la guerre de libération de façon objective et sérieuse. D'autres groupes dans le pouvoir ne sont pas de cet avis et veulent continuer ce qu'on appelle l'histoire officielle, l'histoire instrumentalisée de la guerre de libération. À propos de pouvoir, il faut simplement préciser que le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, a dénoncé votre livre, Pierre Dôme. Comment est-ce que vous avez réagi à cela? Alors, je dirais que cela ne m'a pas surpris, puisque je savais pertinemment que mon enquête allait bousculer très fortement certains piliers de l'histoire officielle algérienne. Pour quelle raison vous pensiez cela? Pour quelle raison vous pensiez que ce livre allait un peu déranger? Pourquoi? Parce que dans l'histoire officielle algérienne, il est dit que le 1er novembre 1954, c'est le peuple algérien tout entier qui se serait soulevé contre le colonisateur français. Or, la vérité historique oblige à considérer d'une part que ce n'est pas le peuple tout entier, ce n'est qu'une partie, et elle n'en est que plus courageuse et digne d'admiration, et d'autre part qu'une autre partie du peuple algérien, lui, pris à la fois dans un contexte d'extrême misère et d'une violence de la guerre, plus d'autres motivations certainement, a choisi d'aller du côté des Français. Donc les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on le raconte ou on veut le raconter en Algérie depuis 50 ans. En plus, il faut préciser que votre enquête s'est concentrée sur les Harkis restés en Algérie après l'indépendance, après 1962, et c'est là où les chiffres font un peu peur. Oui, alors, en effet, déjà, donc, je révèle qu'il y a eu 450 000 hommes adultes algériens qui ont porté l'uniforme de l'armée française à un moment ou à un autre de la guerre de libération. Donc c'est un chiffre énorme. C'est ce chiffre-là que le ministre des anciens Moudjahidines a voulu contester. Et d'autre part, je révèle, et c'est la grande révélation de mon livre, que sur ces 450 000, eh ben, non seulement seuls 25 à 30 000 sont partis en France, donc c'est très peu, et que certes, il y a eu des milliers et des milliers de ces hommes qui ont été assassinés en 62-63, mais que, et c'est la grande révélation de mon livre, qu'il
l'immense majorité d'entre eux est restée en Algérie sans être tuée. Ils sont restés de manière secrète, de manière mystérieuse, où les gens savent qu'ils ont été harkis et qu'ils sont des harkis. Alors, chaque situation est un peu complexe. Dans l'ensemble, ces hommes qui sont issus de la paysannerie pauvre algérienne sont rentrés dans leur village en 1962. Et au niveau des villages, les gens savent. Parce qu'au niveau des villages, les gens savent exactement qui a fait quoi pendant la guerre. Bon, mais cependant, il y a eu, depuis 50 ans, une espèce de pacte du silence au niveau des villages qui fait que on a mis le couvercle là-dessus et on s'est entendu pour ne plus en parler. Et ce qui fait que ces hommes, quand je les ai retrouvés, ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient jamais raconté leur histoire. Et mon livre est le premier livre qui donne enfin la parole à ces hommes qui se sont tus depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut les comparer aux collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale en France? Parce qu'en Algérie, les harkis sont des traîtres et sont considérés comme des traîtres. Alors, j'en ai bien conscience. Moi-même, pendant longtemps, avant de me plonger vraiment dans cette enquête, à penser comme pensent beaucoup d'Algériens. En effet, harki en 1954 égale collabo en 1940 en France. Mais en travaillant sur la question et en lisant les écrits d'un de mes maîtres en histoire, qui est le grand historien algérien Mohamed Harbi, Oui. j'ai conclu maintenant que c'est une erreur de comparer les harkis en Algérie des collabos en France. Au moins pour deux raisons. D'abord, parce que la question des motivations est très différente. Les collabos en France ont eu des motivations idéologiques. Ils étaient fascistes. Ils étaient pour un régime fasciste. Les harkis, leurs motivations sont beaucoup plus complexes. Mais ils étaient aussi pour un régime colonialiste, ça revient. Pas du tout. C'est une erreur de penser cela. C'est ce que... Ils ont combattu aux côtés de la France. C'est pour que les colons restent, Alors, non? ils sont allés travailler chez les Français. Ils ne se sont pas engagés par amour du drapeau français comme les milieux d'extrême droite Algérie française cherchent à le faire croire en France. Ils sont considérés comme des supplétifs de l'armée française, c'est bien ça? Oui, alors le terme supplétif est un terme générique. Le fait est que il faut revenir à leur motivation de ces hommes dans un contexte d'extrême misère, de quasi-famine dans les campagnes, et où aller travailler pour l'armée française, c'était pouvoir ramener un tout petit salaire qui permettait d'empêcher de mourir l'ensemble de sa famille. Et donc ça, c'est la première différence, c'est la question de l'idéologie. Et il existe une seconde différence qu'il faut toujours avoir à la tête, en tête, c'est que l'occupation française en Algérie a duré 130 ans. Et ce qui n'est pas du tout le cas de l'occupation allemande en France. Et donc, en novembre 1954, la conscience nationale du peuple algérien, elle n'était pas algérienne comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Algériens disent « je suis algérien ». Il y a une forte conscience nationale algérienne. En 1954, ce n'était pas du tout le cas. Pourtant, le nationalisme algérien a commencé dans les années 20. Donc, oui. pour vous, en 1954, il n'y avait toujours pas de nationalisme algérien? Alors, en 1926, avec Messali Hadj notamment, l'émir Khaled aussi. Absolument, absolument. Mais là, je rejoins un certain nombre d'historiens dont les travaux sont accessibles, qui expliquent que la naissance du nationalisme algérien, justement, s'est fait, comme vous le dites, dans l'entre-deux-guerres, mais il a été fait par une poignée d'intellectuels, souvent d'ailleurs dans l'émigration en France. Vous citiez Messali Hadj. Et je rejoins à nouveau l'historien Mohamed Harbi, qui explique alors là, de façon très approfondie, que la conscience nationale, pour l'ensemble du peuple, s'est faite pendant la guerre. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Que répondez-vous aux Algériens qui ont beaucoup critiqué votre livre en disant que vous faisiez un peu l'apologie des harkis? C'est une manière de les protéger, de les défendre, de dire non, ce ne sont pas des traîtres. Quelle réponse apportez-vous à ces personnes, qui sont nombreuses?
Tout d'abord, bon, elles sont nombreuses, mais les personnes qui soutiennent mon livre en Algérie et qui n'arrêtent pas de dire sur les réseaux sociaux que c'est une très très bonne chose que mon livre c'est un travail de recherche, absolument. Existe enfin, elles sont aussi très nombreuses. D'accord. Et sinon, donc, à celles qui, dont vous parlez, qui ont tendance à dire que je suis trop gentil avec les harkis, que j'essaye de les justifier, je réponds ceci, que d'une part, mon travail se veut historique, il se veut scientifique, je ne suis pas là pour dire qui sont les bons, qui sont les méchants. Et je suis là pour apporter des explications solides et sérieuses aux lecteurs, aux Algériens, aux Français qui veulent en donner leur propre opinion. Une dernière question, le mot traître est-il selon vous approprié pour parler des harkis? Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, notamment à cause, toujours je reviens à la question des motivations, pour être traître, il faut que le sentiment d'appartenance à un pays existe. En 1954, dans les masses paysannes algériennes, on se sentait appartenir à la région de son village, à son groupe social. Ça, c'est en 54. Et en 55, 56, 57, 58, 59. Ah ben, excusez-moi, ça s'est fait très lentement. Le sentiment de l'algérianité a vraiment commencé à exister à partir de la création d'un État algérien indépendant en 62. Merci Pierre Dôme d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'auteur de Le Dernier Tabou, l'histoire des Harkis après l'indépendance. Je rappelle que vous avez une conférence demain à Tizi Ouzou à 13h30 à la librairie Omar Cheikh. Jeudi à 14h, vous êtes à la librairie Art et Culture d'Oran. Vendredi, vous êtes à Mascara à 16h30 à la Maison de la Culture et vous revenez à Alger. Vous êtes à 14h à la librairie des Beaux-Arts et une demi-heure avant 13h30, vous donnez une conférence de presse. Samedi 28 à Alger, donc. Très bien. Merci d'avoir été notre invité pour parler de ce livre et à très bientôt peut-être. Merci de votre invitation.